Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau mini-cours consacré à la réglementation aérienne. Alors, comme le code de la route pour les voitures, en parapente, nous sommes soumis à la réglementation aérienne. Les textes français, ils se basent sur des recommandations internationales qui sont publiées par l'OACI. L'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui dépend des Nations Unies. Donc dans cette vidéo, je vous présenterai comment est découpé l'espace aérien français et où nous avons le droit de voler en parapente. Mais par contre, je n'aborderai pas la lecture de cartes et les systèmes de visualisation qui seront le sujet d'une prochaine vidéo. Pour commencer, l'espace aérien, il est divisé en volumes. Ces volumes, ils ont une certaine forme avec un plancher, un plafond et une classification qui va réglementer leur accès. Alors, d'un côté, on a une classification qui va de A à G, et de l'autre côté, on a les aéronefs qui ont certaines capacités de communication et de navigation, par exemple. Et en fonction de leur capacité, ils vont pouvoir pénétrer dans tel ou tel espace aérien, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Intéressons-nous d'abord aux aéronefs, donc à la navigation. Pour définir qui a le droit de pénétrer dans un espace aérien, on distingue deux types de vols, le VFR et l'IFR. Alors tout d'abord, il y a le VFR pour Visual Flight Rules, qui est utilisé pour naviguer en suivant des repères visuels au sol. Il nécessite donc des conditions météorologiques minimales qu'on appelle VMC pour Visual Meteorological Conditions. C'est pour que quand vous voliez en VFR, vous soyez toujours capable de vous repérer par rapport au sol. Ce sont des règles que nous devons appliquer en parapente. Il y a aussi l'IFR pour Instrument Flight Rules. L'IFR permet de naviguer sans repère visuel. On vole en utilisant les instruments de bord. On peut par exemple voler dans les nuages, mais pour voler en IFR, il faut une qualification spéciale. Maintenant que vous savez comment on classe les appareils en fonction de leur capacité, donc VFR ou IFR, nous allons voir quels sont les critères pour rentrer dans tel ou tel espace aérien. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 7 classes d'espace aérien de A à G. Mais en France, nous n'en utilisons que 5, car nous n'utilisons pas les classes B et F. La classe A, c'est la plus restrictive. Elle est interdite au vol VFR. Mais en France, il n'y en a pas beaucoup. On la retrouve surtout au-dessus de Paris, par exemple, où le trafic est très dense pour les IFR. Toutes les autres classes sont ouvertes au vol VFR. Mais attention, ça ne veut surtout pas dire qu'on peut y pénétrer en parapente. Pour les classes C et D, il est nécessaire de demander l'autorisation de rentrer à l'intérieur. En aéronautique, on appelle cela une clairance. Elle doit être demandée par radio au contrôle. La clairance, c'est pas simplement une autorisation, mais c'est aussi un plan de vol réduit. Le contrôle peut demander de prendre tel ou tel cap, par exemple. C'est pour cela que nous ne pouvons pas pénétrer dans les classes C et D, car même en ayant les outils nécessaires, respecter les nombreuses directives possibles n'est pas forcément possible en parapente, et communiquer avec le contrôle requiert une formation spécifique. En parapente, nous avons le droit de voler dans les classes E et G, mais il y a quand même des différences notables entre ces deux classes. Dans les espaces de classe G, tous les usagers doivent respecter les règles de vol à vue. Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne peut pas y croiser des avions de ligne ou des avions militaires. Même si c'est rare, tous les aéronefs sont capables de voler en VFR. Alors que dans les espaces de classe E, on est susceptible de rencontrer du trafic IFR, qui peut donc évoluer uniquement aux instruments dans les nuages par exemple. Nous devons donc être d'autant plus vigilants et respecter à la lettre les règles VFR, sans quoi nous nous mettons en danger et nous mettons en danger la vie des autres. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur les niveaux de vol notés FL, qu'on utilise fréquemment dans la réglementation et qui nous seront très utiles pour la suite. Par exemple, le niveau FL 115. En fait, 115, c'est exprimé en centaines de pieds, ce qui correspond à 11 500 pieds. Et vu que 1 mètre, ça fait 3,3 pieds, notre 11 500 pieds, on va le diviser par 3,3,
ce qui va nous donner à peu près 3500 mètres. Pour faire plus court, vous pouvez aussi diviser par 3, ça permet d'avoir rapidement un ordre d'idée de cette altitude en mètres. Maintenant, nous allons voir les règles de vol que nous devons respecter en vol VFR. Donc, il y a par exemple la visibilité et la distance au nuage, mais ça dépend de la catégorie d'espace dans laquelle on se trouve. En classe E, une visibilité horizontale de 8 km au-dessus du FL100, autrement dit 3000 mètres, est nécessaire, ou alors 5 km en dessous du FL100. Et nous devons maintenir une distance au nuage de 1500 mètres horizontale et de 300 mètres verticale. En classe G, la règle n'est pas la même en fonction de si vous vous trouvez au-dessus du plus haut entre 900 mètres mer ou 300 mètres sol. Donc, en classe G, il faudra respecter au-dessus de cette limite 8 km au-dessus du FL100 et 5 km en dessous du FL100 de visibilité horizontale et une distance au nuage de 1500 mètres horizontale et de 300 mètres verticale. Alors que si vous vous trouvez en dessous de cette limite, la visibilité horizontale nécessaire n'est seulement que de 1500 mètres et il faudra voler hors des nuages et en vue du sol. On va déjà faire un point sur ce qu'on a vu pour l'instant. Alors en parapente, on peut voler dans les espaces de classe E et G, mais il faut respecter les règles de vol à vue, donc VFR. Elles comprennent, entre autres, une visibilité minimale et une distance au nuage que nous devons respecter. Maintenant, nous allons voir où sont placés ces espaces aériens. Vu que le trafic est plus dense autour des aéroports et des grandes villes, c'est là qu'on va retrouver des espaces caractéristiques que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, nous avons les CTR pour Control Traffic Region. Elles ont un plancher au niveau du sol et elles englobent directement l'atterrissage et les trajectoires de décollage et d'atterrissage. Elles sont de classe A, D ou E. Les CTR, elles sont là pour protéger les aérodromes, mais tous les aérodromes n'en ont pas forcément. Ensuite, il y a les TMA pour Terminal Control Area. Elles font le lien entre les CTR et les airways. Et elles peuvent aussi être placées au carrefour des couloirs aériens. Elles englobent les trajectoires d'attente et d'approche des appareils IFR pour leur protection. Selon leur importance, elles sont classées A, D ou E en France. Et pour finir, on a les airways. Ce sont un peu comme des autoroutes aériennes. Elles permettent de canaliser le trafic contrôlé pour protéger les IFR. Elles ont une largeur de 10 miles, ce qui correspond à peu près à 16 km, un plancher variable et un plafond au FL 195, ce qui correspond à peu près à 5850 mètres. Elles sont en classe D en dessous du plus haut entre FL 115, donc 3500 mètres, ou 3000 ASFC, donc c'est 3000 pieds above surface, donc 3000 pieds au-dessus du niveau du sol. En classe E, en dessous. En France, il est possible de monter jusqu'au FL 115, donc 3500 mètres. L'espace qui se trouve au-dessus est classé D, donc on n'a pas le droit d'y aller en parapente. Sauf dans les Alpes et les Pyrénées, car ces massifs disposent d'une LTA qui est classée E et qui nous permet en parapente de monter jusqu'au FL 195, donc 5850 mètres. Pour finir, nous allons voir les autres zones de l'espace aérien. Tout d'abord, nous avons les zones R. Ce sont des zones dont la pénétration est soumise à certaines conditions, comme par exemple un contact radio ou une clairance. Ces conditions, elles sont spécifiées dans le complément aux cartes aéronautiques. Leur pénétration peut être interdite pendant les heures d'activité, si l'activité est par exemple des vols militaires à basse hauteur et à grande vitesse. Les zones P, ce sont des espaces fermés à la circulation aérienne en général, personne ne peut y pénétrer. Les zones D, ce sont des espaces pour lesquels la pénétration ne nécessite aucune clairance préalable, mais présente toutefois un danger pour les aéronefs. La nature du danger et les heures d'activité figurent sur le complément aux cartes aéronautiques qu'on peut retrouver sur Internet. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. On a ensuite les ZIT, donc ce sont des zones d'interdiction temporaire.
ce sont un peu comme des zones P temporaires. Ces zones, on peut retrouver leur activation dans les notables par exemple. Les ZRT, ce sont des zones R temporaires. On peut aussi retrouver leurs heures d'activité sur les compléments aux cartes aéronautiques. Nous allons terminer par une partie qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les réserves et les parcs naturels. Alors en parapente, nous devons être particulièrement vigilants au respect des règles de survol de ces zones, car depuis 2011, la FFVL négocie avec les organismes de protection de la faune et de la flore pour qu'on puisse survoler ces zones. Donc il y a des conditions, et avant 2011, on ne pouvait pas du tout survoler ces espaces. Je connais par exemple la réserve des Bauges, près d'Annecy, donc autour du massif du Trello, où en parapente, nous n'avons pas le droit de voler à moins de 300 mètres sol. Et nous n'avons pas non plus le droit de décoller de cette zone. Et enfreindre ces règles, ça pourrait par exemple mettre en péril les négociations entre les parcs et la FFVL. Parce que vous imaginez bien qu'après la FFVL, elle serait plus crédible. Les parcs ils diraient c'est pas respecté autre part, pourquoi on tolérerait le survol chez nous? Il est difficile de lister tous les parcs ou toutes les réserves, car les règles elles peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais si vous voulez du renseignement sur un endroit que vous pensez survoler, vous pouvez soit aller sur internet, donc sur le site de la FFVL ou sur les sites des organismes de protection de la faune et de la flore, ou bien appeler les clubs locaux. En général, ils sont au courant de ce genre d'informations, c'est même sûr, et vous allez les obtenir. Il y a aussi d'autres zones de protection avec lesquelles il faut être particulièrement vigilant. Ce sont les zones de nidification des grands rapaces. Donc je pense par exemple aux gypaètes barbus. Donc elles sont vraiment temporaires puisqu'elles correspondent à la période de nidification des espèces qu'elles protègent. Pour savoir quand elles sont activées, soit le club dans lequel vous êtes affilié, vous avez l'habitude de voler, vous envoie des informations par mail, mais vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de la fédération et auprès des organismes de protection de la faune et de la flore. Donc par exemple, moi je vole surtout autour d'Annecy, et sur le site des chamois volants, donc qui est mon club, je peux trouver où sont les zones de nidification du gypaète barbu dans les Aravis et au-dessus, ce qui me permet de les éviter pendant les crosses par exemple. Et voilà, j'espère que cette vidéo a été assez facile à comprendre, car je sais que la réglementation, pour quelqu'un qui l'a jamais vue, elle est assez complexe. J'espère que maintenant vous avez tous les éléments pour respecter la réglementation aérienne en parapente. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Vous pouvez maintenant voter pour le thème de la vidéo de la semaine prochaine, donc dans la fiche qui est juste en haut à droite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau mini-cours. Allez, salut!